Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Si vous êtes encore là, c'est que vous apprenez plein de choses et c'est tant mieux, on est ravis. Je suis Yann Le Goff et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Guillermo Di Bisotto. Salut Guillermo. Salut Yann. On a parlé tout à l'heure, enfin on a parlé avant, je sais pas à quelle heure vous allez consulter ce podcast, mais on La parlait semaine dernière. Non, c'était pas ça. Je sais pas, le temps passe tellement vite, hein, surtout quand on est en vacances. Alors, on a parlé avec toi Guillermo de valeurs perçues, de valeurs effectives, bref. Réel. On a parlé de valeurs réelles, mais aujourd'hui on va parler de production, quelque part. Comment on intègre tout ça dans la production? Avant de te parler de coûts de production, je vais te parler d'abord de tarifs. Puisque Vas-y, rappelle-toi, ouais, l'idée tu mets c'était... tout dans l'ordre, c'est bien. La question initiale, c'était quel est le meilleur prix pour vendre. On est d'accord? Ouais, absolument. Bon, Ouais. bah voilà. Donc le meilleur prix. Le meilleur prix pour vendre, finalement, donc ton prix, de toute façon, il se situe entre ton coût de production, comme ton prix d'achat, hein, d'accord, ton prix de revient, et finalement ta valeur perçue. D'accord? On est d'accord. Donc si ton tarif est inférieur, alors je vais te parler du point de vue de l'acheteur. Si ton tarif est inférieur à la valeur perçue, Ouais. que tu en estimes, que tu en anticipes, tu vas te dire, waouh, ça c'est une affaire. Bien sûr, D'accord? Donc tu vas être tenté. tu vas être tenté. D'accord. Si ton tarif est supérieur à la valeur que tu en anticipes, Bah là, brutalement, c'est... là tu as un doute. Là tu te dis, maintenant si ton tarif, alors il est supérieur à ton coût de production, mais il se rapproche du coût de production. Tu vois, par exemple, tu sais, les magasins, tout à 10 balles, enfin 10 balles, non, 10 balles ce serait cher, du coup, tout à 1 euro. Avant c'était 10 balles. C'est vrai, c'est vrai. C'est là où tu vois que j'accuse le coup un petit peu de l'âge. C'est quand je parle de carte orange ou des acédiques. Ah, moi, je parle de bebop, moi, tu sais. là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, l'acheteur, il est pas. C'est quelqu'un de très intelligent à la base. Il est parfaitement conscient que tu te fais une Ouais. marge. Alors, D'accord? alors là, je vais me permettre quand même de corriger un petit peu ce que tu dis avec Vas-y, moi, ma vue d'acheteur. Si tu veux, ouais, ça, c'est l'acheteur typique qui est le cost killer. Ce que j'aime pas, moi. C'est-à-dire la personne qui va te dire c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, qui va regarder que le prix. Et tu as tout à fait démontré dans les précédents podcasts que c'est super important d'aller au-delà du prix. Hein. Carrément. Après, pour moi, un bon acheteur doit s'enquérir du fait que son vendeur fait bien de la marge. Parce que s'il fait pas de marge, il ne peut pas vivre. S'il ne peut pas vivre, il ne peut pas le servir. S'il ne peut pas le servir, il ne peut pas non plus faire d'investissement pour développer son truc. Évidemment. Donc pour moi, l'acheteur industriel, il faut qu'il soit vraiment super prudent sur le fait que son fournisseur doit faire de la marge. Tu vois. Maintenant, c'est peut-être différent au niveau du B2C. Non, c'est pareil. C'est pareil pareil. C'est pareil. Officieusement, c'est pareil. Ouais, Officiellement, évidemment, qu'il va toujours tirer le prix vers le bas. il va Il va gratter 1 euro, 2 euros, 5 euros, quelquefois. Bon, qu'importe. Après, j'estime que, de même que le métier d'acheteur, quand tu es un client particulier, que Ouais. tu vas dans un magasin, faut pas pousser maïs dans les orties. Globalement, tu vas négocier qu'à partir du moment où tu vas pouvoir jouer sur la quantité. Ouais, Tu bien vois, sûr, j'achète bien sûr. 10 articles même, je vous en débarrasse. Enfin, tu peux négocier quand tu as des arguments. Mais bon, voilà. ouais. Bon, l'idée de ce que je te dis là, c'est que quand ton tarif, il est forcément supérieur au coût de production. D'accord? Ouais, Bon. bien sûr. Bon, voilà. Mais s'il se rapproche du coût de production, le doute, il va grandir. Tu vois, du point de vue de l'acheteur, le doute, il va grandir. Tu achètes des lots d'agrafes, toujours c'est ça. On est reparti sur On est les reparti agrafes, sur les ouais. agrafes. Tu vas acheter des lots d'agrafes à 11 balles et tu sais, tu as été dans la confidence, tu sais que les agrafes coûtent 10,80 €. Et là, du coup, tu te dis, ouais, mais s'il les vend à ce prix, alors attention, il y a un certain nombre d'agrafes. Hein, Ouais, pour ouais, le ouais, tas. d'accord. C'est que les agrafes, elles tiennent pas la route. Parce que s'il se fait que 20 centimes de marge, le monsieur, sur le nombre d'agrafes qu'il fait, ça va être compliqué. Donc, plus le tarif est bas, plus il va y avoir une zone de doute, si tu veux, du point de vue de l'acheteur. Hein, un tarif bas n'est jamais très rassurant. Et de la même manière, un tarif haut, soit c'est de la qualité, Ouais, soit c'est un scandale. D'où l'intérêt de benchmarker avant d'aller acheter quoi que ce soit, de se poser un peu la bonne question, quelle est la valeur, on parlait de valeur perçue, mais de se faire quand même une idée de la valeur des choses. C'est encore plus difficile quand tu es industriel et que tu achètes des produits que tu ne connais pas. Oui, mais bon, après, tu benchmarks un petit peu vite fait, et qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes habitudes et tu fais toujours la même chose. Tu vas sur Google et tu tombes finalement assez facilement sur le fait que Amazon propose des produits, les produits que tu veux, moins cher, ça a l'air de rien, mais tu veux acheter ces produits et tu vas toujours, quand je dis Amazon, ça peut être un autre site internet, on s'en fout, c'est pas la question d'Amazon ou pas, c'est que tu vas garder les mêmes processus, les mêmes habitudes qui font qu'à un moment, tu vas manquer de vigilance. D'accord. Voilà. Et alors, le but n'est pas d'aller chercher le moins cher, le but est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais dans un système
Parce que tu t'intègres à un système, tu achètes, tu fais partie du système que tu entretiens avec le vendeur, et donc il y a les fournisseurs, il y a tous les chargés de prod et ainsi de suite. Voilà. Et encore une fois, c'est la psycho qui rentre là-dedans, quoi. Bien sûr, la psycho, t'imagines pas le nombre de choses que tu es capable d'évaluer pendant un entretien de vente. Il y a plein de choses. Heureusement, ton inconscient, enfin ton non-conscient, parce que ton non-conscient ne te remonte pas toutes les infos qu'il a repérées. Bien sûr. Par contre, il va t'alerter s'il y en a une qui est flagrante. Qui est flagrante, genre un problème de valeur morale. Ben voilà, voilà, ça c'est important. Mais là, tu vois, je vais te raconter un petit peu cette histoire. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure. Cette histoire d'assurance, de protection juridique. Quand je vendais ça, bon, t'avais un tarif. Le tarif, les acteurs, ils avaient dit, bah voilà, en France, le problème, le risque juridique, le risque assurantiel, je veux dire, il est évalué sur le droit, il est évalué selon le droit social. Donc en fonction du nombre de prud'hommes. Et donc si c'est le prud'homme le risque le plus important dans l'assurance que l'on couvre, puisqu'on paye l'avocat, eh bien on va baser notre tarification sur le nombre de salariés. Bien sûr. Alors, il n'y a pas 36 000 raisons pour lesquelles je surperformais. Donc à cette époque, en 4 mois, et puis j'ai le témoignage sur LinkedIn en plus, en 4 mois, j'ai fait le chiffre d'affaires qu'on demandait à des salariés. Alors moi, j'étais indépendant, et on faisait de 4 mois le chiffre d'affaires qu'on demandait à des salariés de faire en 1 an. D'accord. Mais alors pourquoi succès, justement? Explique-moi. Parce que, déjà, premièrement, je choisissais bien mes cibles. J'avais bien défini mon avatar. Je ne savais pas que ça allait s'appeler comme ça. Rien à voir avec le film de Cameron, bien sûr. Rien à voir. L'avatar, c'est le client idéal, la cible idéale. Donc, qui est mon client? Alors, donc, tu avais déjà bien défini ton scope. Tu savais exactement ce que tu voulais attaquer. Mais tu sais, on en parlera pour l'avatar, mais il y en a qui devraient se prendre des bordées à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Et tu t'adresses à qui? C'est qui ton client idéal? Après, c'est les TPE, PME. Mais non, c'est pas possible. Il fait quoi? Dans quel état émotionnel il se trouve? Voilà. On y reviendra sur c'est quoi l'avatar. Quelles sont les questions à se poser dans un questions à se poser. Les bonnes. J'espère. Il y en a d'autres. Hein. J'en ai établi une dizaine. Mais faut faire le tri. Mais voilà. Mais bon, bref. En tout cas, pour aller choper mon futur client, j'allais tout simplement au tribunal des prud'hommes. Donc à 9h, quand il ouvrait. Peut-être qu'il ouvrait à 8h30, mais bon, globalement, j'allais à 9h tous les matins au métro Jaurès à Paris et je prenais en photo avec mon iPhone de l'époque, le fameux, je prenais en photo toutes les personnes qui venaient de se prendre une douloureuse, quoi. D'accord. Parce qu'un procès, quel qu'il soit, que ce soit justifié, que ce soit justifié ou non, qu'importe, c'est pas le sujet. C'est traumatisant. Alors au début, évidemment, j'ai fait un peu le kéké. J'ai dit bonjour, je vous appelle Suton. Alors jamais je n'ai menti, dans le sens où je vous appelle de la part du tribunal ou ce genre de choses. À proscrire, tu ne peux pas rentrer dans une relation de confiance si tu commences à faire ton kéké. Bon, globalement, je téléphonais et je dis, je vends de la protection juridique en droit commercial, en droit fiscal, en droit pénal, et ma petite dame, voyons... je vends de la protection juridique aussi, je paye l'avocat en cas de prud'homme, on est en France, donc vous savez, entre les prud'hommes, non, je dis en droit social, alors, entre les syndicats, les machins, les prud'hommes, tout ça, etc. Et comme je téléphone au patron, t'imagines, je dis, écoutez, j'ai un créneau. Tu m'étonnes qu'en 3h30 de prise de rendez-vous téléphonique, je prenais 14 rendez-vous. Ouais. Évidemment, il y a des gens qui se disent, mais je vais pas prendre de rendez-vous, j'ai peur de prendre le téléphone parce que j'ai peur qu'on me dise non. Mais oui, mais si tu t'adresses à la bonne personne, les personnes te disent pas non. Il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses disciples, c'est ce que dit. Alors oui, en même temps, de temps en temps, il n'est pas libre. Mais globalement, oui, si ton business doit s'adresser à Dieu, t'essayes en effet après de choper. C'est là où tu vois, par exemple, moi je me rappelle, j'étais tombé sur un gars qui disait que les salariés, il n'en avait rien à foutre. J'ai dit, écoutez, je vous vends pas mon contrat. Donc voilà. C'est une question d'éthique aussi. Quoi. C'est une question d'éthique. Donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de temps en temps, je vendais plus cher ma protection juridique parce que je l'entendais parler. Tu sais, dans les assurances, t'as un truc qui s'appelle le rapport sinistre à prime. Et le rapport sinistre à prime, ça veut dire que si tu consommes trop ton assurance, t'es viré. T'es viré. Mais on parle de payer l'avocat. Donc il y a un vrai service derrière. Comme on rédigeait, donc l'assurance qui n'aime pas payer, évidemment, c'était crédible. Et ça faisait partie de mon argument de vente. Je dis, vous savez, les assurances n'aiment pas payer, donc on va reprendre tous vos contrats, on va vous les faire valider par des avocats. Comme ça, vous n'avez plus le problème. Donc déjà, de base, la valeur perçue, elle est je suis enfin un service qui va mettre... Et comme ça, je suis même pas responsable. La valeur perçue,
nickel. Et après, je lui dis, en plus, si vous avez un problème, on vous paye l'avocat. Mais évidemment, on va pas le payer puisqu'il va pas y avoir de problème. Quand bien même vous auriez un problème, on va négocier à votre place. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, la boucle était bouclée. Et de temps en temps, j'estimais, quand la personne venait me dire qu'elle avait eu 3 prud'hommes, j'estimais à lui faire démarrer son contrat à l'étage supérieur. Donc, au lieu de 69 balles par mois, je le vendais 198 balles. Donc, forcément, je faisais plus de marge. Tout le monde était content. Et surtout, le client qui, à 198 balles par mois, payait moins cher l'assurance qu'il ne payait son avocat. Logique. Donc, du coup, par rapport à la valeur réelle qu'il avait de son autre produit, donc son avocat, il avait un produit qui lui finançait pour moins cher. Il payait 200 balles par mois, un produit qui évitait qui dépense 300 balles et qui payait en plus. C'est les honoraires. Donc c'était formidable. Et on y viendra justement comment valoriser et l'argumentaire de vente va être très important. On aura l'occasion de le revoir avec toi, Guillermo. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce podcast un petit peu plus long que l'habitude. Exactement. Mais c'est normal puisque la valeur perçue est toujours plus importante dans ce cas-là. Pour le coup, j'espère que la valeur réelle vous plaît. La passion ne fait pas tout. On se retrouve prochainement. Eh oui, avec plaisir. Nickel. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Merci. À très bientôt.